Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la Tunisie célèbre sa fête de l'indépendance ce vendredi. De nombreux Tunisiens estiment que cette fête ne devra en aucun cas être ternie par l'attaque terroriste commise ce mercredi contre le musée du Bardo. Retour sur la conférence sur l'émergence en Afrique à Abidjan pendant 2 jours. La capitale économique ivoirienne a accueilli ce rendez-vous international. Pour arriver au cap de l'émergence, le pays mise sur la promotion de l'éducation et sur une croissance au bénéfice de la population. Et puis en Guinée, le gouvernement procède à l'état des lieux des réformes engagées dans l'administration publique. 30 millions de dollars ont été injectés pour insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur. Mais d'abord, après l'attentat terroriste du 7 mars au Mali, l'heure est aux interrogations. Actuellement, l'enquête se poursuit par les services du renseignement. 2 personnes soupçonnées d'avoir aidé les auteurs de l'attaque à s'infiltrer dans la capitale malienne ont été arrêtées. Une arrestation qui rassure les Maliens. Ces derniers espèrent dans un même temps que les groupes rebelles du nord du Mali signent l'accord de paix. Les précisions avec Aminata Diak. Au Mali, l'enquête sur l'attentat djihadiste du 7 mars à Bamako, la capitale, avance. De sources gouvernementales, les services du renseignement ont arrêté ce mercredi 18 mars 3 hommes complices présumés des auteurs de l'attaque armée contre le bar-restaurant La Terrasse. Une avancée accueillie avec soulagement par la population qui, pour certains observateurs, se sent rassurée. Cette histoire d'attentat sur la terrasse bar de Bamako est considérée réellement comme un acte de banditisme. Et le fait que quelques jours après le premier bandit ait été repéré et arrêté, et que quelques jours après, 2 autres suspects complices aient été arrêtés, cela est de nature vraiment à rassurer les Maliens qui ont toujours pensé que l'issue sera heureuse et que la police parviendra à ses fins en mettant hors de nuire certains de ces agents. On en a vu dans d'autres cas, c'est vraiment un grand banditisme. Et certains profitent de ce problème du Nord pour justement, parce que armés, commettre des forfaits. Mais cela dit, j'avoue qu'à Bamako, ce n'est pas qu'on soit inconscient de la situation, mais les Maliens sont de nature rassurés et on ne sent pas les gens perturbés. L'attaque de Bamako relance le débat sur le processus de paix dans le nord du Mali qui se trouve aujourd'hui compromis. En cause, certains groupes rebelles refusent de signer le pré-accord de paix d'Alger du 1er mars 2015, mais beaucoup de Maliens espèrent encore que la rébellion touareg reviendra sur sa décision. Pour ce qui est de la question du Nord, les Maliens dans leur grande majorité sont convaincus que MNLA et ce mouvement affilié vont parapher l'accord. Et qu'il n'y a pas d'autre choix. Les Maliens s'y attendent et comprennent aussi leur façon de tournoyer et autres, mais qu'à la finalité, les gens vont signer. Sur ce point, j'avoue que le moral est bon à Bamako, bien que souvent on se pose certaines questions. L'espoir d'un retour au pourparlers de paix dans l'immédiat anime les Maliens. Seulement, la situation risque de se compliquer davantage. En effet, les groupes rebelles du Nord Mali ont émis de nouvelles revendications qui, selon certains spécialistes, seraient difficiles à accepter par les autorités. Dans l'actualité également, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi sera en visite ce lundi 23 mars au Soudan, où il sera reçu par son homologue soudanais Omar el-Béchir. La capitale soudanaise Khartoum accueillera un sommet trilatéral dans lequel les chefs d'État d'Égypte et du Soudan prendront part, ainsi que le Premier ministre de l'Éthiopie. Au centre des discussions, le renforcement de la coopération entre ces pays, ainsi que des sujets sur l'actualité internationale, notamment la situation en Syrie, en Irak, en Libye, au Yémen ou encore en Palestine. 59e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. Le 20 mars est une date clé qui marque une étape décisive dans l'histoire du pays, mais reste particulière cette année. La fête n'est pas au rendez-vous 48 heures après l'attentat au musée du Bardo qui a fait au moins 21 victimes. Mais malgré cet événement, les Tunisiens souhaitent rester debout face à la menace terroriste. Les précisions d'Aminata Diak. La Tunisie fête ce vendredi 20 mars le 59e anniversaire de son indépendance, un anniversaire placé sous le signe du recueillement et de la solidarité envers les victimes de l'attentat du musée du Bardo à Tunis ce mercredi 18 mars. Malgré la consternation et la tristesse, les Tunisiens veulent rester sur une note positive. La célébration des fêtes de l'indépendance aujourd'hui se fait en Tunisie dans un contexte, malheureusement, comme vous savez très bien, l'acte criminel qui s'était fait le 18. Les Tunisiens célèbrent
célèbre la fête de l'indépendance tout en condamnant l'acte de terrorisme qui s'est fait en Tunisie. Mais aussi la célébration dit que la Tunisie et tous les citoyens sont tous solidaires pour lutter contre le terrorisme et pour dépasser les défis du terrorisme. Après 59 ans d'indépendance, la Tunisie a connu des avancées démocratiques, mais aujourd'hui elle fait face à de nouveaux défis, notamment ceux du terrorisme et d'une économie morose, malgré l'hypothèse d'une reprise progressive. On célèbre la fête de l'indépendance après les élections, après la gouvernance qui a été élue, après la réussite de la démarche démocrate en Tunisie. On sait bien qu'il y a des défis économiques et matériels, et essentiellement concernant la paix de sécurité en Tunisie. Mais on est certain que la Tunisie peut dépasser les défis et peut arriver enfin à clôturer notre démarche de démocratie. L'attentat qui a frappé la capitale tunisienne et qui a fait au moins 21 morts a été revendiqué jeudi 19 mars par le groupe terroriste État islamique. Le président Béji Caïd Essebsi promet une guerre sans pitié contre le terrorisme qui, depuis le soulèvement du 14 janvier 2011, a fait une centaine de victimes dans le pays. Et Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement, revient sur les raisons qui ont déclenché la révolution tunisienne, facteur dont il met en garde les autres pays du continent. Écoutons-le. Je vous dis que, en tant qu'Africain d'Afrique subsaharienne, j'ai vécu en Tunisie pendant 11 ans. Nous avons évidemment bénéficié de l'hospitalité tunisienne. Nous avons vécu la révolution tunisienne. Nous avons beaucoup appris de la cause fondamentale de la révolution tunisienne. Certains disent que c'est la religion, j'en sais rien. Certains disent que c'est la géostratégie, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, les inégalités sociales, l'exclusion, l'idée que certaines régions du pays étaient exclues, le sous-emploi des jeunes, les jeunes qui sont dans les universités sans possibilité d'emploi, c'était bel et bien l'étincelle qui a fait lancer cette révolution. Et cette matière première existe dans chaque partie de notre continent. Donc, je voulais aujourd'hui féliciter la Tunisie pour les avancées dans le processus de transition politique. Il a bien de forte manière donné un exemple au monde arabe, héros de la région. Cette solide expérience politique a sans doute jeté une base solide qui les permet de s'attaquer à ces défis socio-économiques qui sont le chômage de jeunes et la création d'emplois. L'émergence est également au cœur des préoccupations des pays du continent. Une rencontre se tient à ce sujet à Abidjan, en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce vendredi. L'occasion pour plusieurs centaines d'experts venus de 40 pays et de 2 chefs d'État, le président sénégalais Macky Sall et son homologue ivoirien Alassane Ouattara, d'échanger sur les transformations économiques et sociales intervenues dans les pays dits émergents. Les précisions dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Les pays africains aspirent à l'émergence à moyen ou long terme. En Côte d'Ivoire, le cap est à l'horizon 2020. Pour y parvenir, le pays est en train de finaliser le PND, Programme national de développement 2015-2020. Ce plan prévoit une croissance économique soutenue à environ 10% par an. Pour que celle-ci soit inclusive et permette le développement véritable du pays, le gouvernement ivoirien compte impulser la croissance par la création d'une classe moyenne importante. C'est la croissance par la consommation que nous voulons réaliser, pas la croissance via les infrastructures ou l'exportation. Donc, transformer nos matières premières ici, créer plus d'emplois, faire en sorte que des gens soient capables maintenant d'avoir des cadres de vie décents, des maisons acceptables, des voitures correctes, qu'ils soient capables de cotiser pour leur retraite, pour leur assurance maladie, sans que ça ne les gêne. Et puis ensuite, ceux qui peuvent créer des entreprises, créer des richesses, et c'est ça justement qui va faire la différence. Le gouvernement ivoirien est également convaincu que l'éducation est la seule alternative pour atteindre l'émergence. En la matière, il faut suivre l'exemple chinois.
La Chine consacre 60 milliards de dollars à son éducation. La Côte d'Ivoire est entre 25 et 30% de son budget national qui est consacré à l'éducation. C'est là la transformation, on va dire, de l'esprit qui va nous emmener à adopter des comportements qui seront des comportements qu'on souhaite pour notre administration, pour notre secteur privé. Un bon système éducatif permettra de vaincre la corruption et la mauvaise gouvernance. Ces fléaux sont de véritables entraves au développement des pays du continent. État des lieux des réformes engagées dans l'administration publique en Guinée. Il s'agit par exemple de la modernisation du fichier de la fonction publique qui a permis d'assainir ce registre et d'enregistrer de façon biométrique les fonctionnaires de l'État. S'ajoute à cela la création prochaine d'un cadre concerté et de suivi des réformes. Un reportage de notre correspondant à Conakry, Mohamed Lamine Solano. Le gouvernement guinéen passe en revue les réformes initiées au sein de l'administration depuis 4 ans. Les autorités publiques sont parvenues par exemple à la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, l'enregistrement biométrique de près de 10 000 fonctionnaires et contractuels de l'État ou encore la réforme de l'armée et du secteur de la sécurité. Ces réformes, la plupart, ont été menées en silo. Donc, elles sont mal coordonnées, très peu suivies. On a très peu de visibilité, très peu d'informations sur les réformes. Donc il s'agit de corriger ça. L'enjeu, c'est la bonne articulation entre les réformes. L'enjeu, c'est l'intégration des dispositifs de pilotage. Chaque département a son propre dispositif de pilotage, mais ne communique pas d'un département à l'autre. L'objectif du gouvernement guinéen aujourd'hui est de favoriser une bonne conduite de la vision d'émergence du pays d'ici à 2035. 30 millions de dollars américains sont donc injectés pour insuffler une nouvelle dynamique à l'administration publique. Le projet Jeunes Talents mis en place à cet effet présente de nombreux enjeux. Premier enjeu, faire de l'administration en Guinée une administration du développement. Il faut sortir de la logique de l'administration du commandement. Ça signifie que l'administration doit être moins politisée, qu'elle se mette au service des administrés. Le deuxième grand enjeu qu'on peut associer à cette réforme, bien entendu, c'est de faire en sorte que notre administration soit moins corrompue. Il faut qu'il y ait zéro corruption dans l'administration guinéenne. Pour ce faire, il faut développer à travailler à la fois la compétence, mais aussi la transparence. Les réformes engagées par le gouvernement vont toucher tous les secteurs de l'administration publique. L'objectif étant de poser les bases d'une Guinée émergente d'ici à 2035. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.